Gonola, bonjour. Bonjour. Tu es sociologue et tu as occupé différents postes d'enseignante-chercheuse en sociologie et en criminologie dans différentes universités en France et aux États-Unis. Tu es également militante féministe et abolitionniste. Tu as participé à l'écriture de différents ouvrages, Pour elles toutes, Femmes contre la prison en 2019, et également différents ouvrages collectifs comme Brique par brique, Une histoire de l'abolitionnisme pénal avec Joël Charbit et Cheyenne Maurice en 2024. Et il y a quelques jours est paru ton dernier livre, Tant qu'il y aura des prisons, aux éditions Le Passager clandestin. Dans ce livre, tu nous invites à nous poser différentes questions, notamment sur les mythes qui légitiment l'existence de la prison, ce que l'on serait censé attendre d'elle et à qui l'existence de la prison profite-t-elle. Pour commencer, comment est-ce que tu as pensé et construit ce livre, et notamment par rapport à tes précédents ouvrages? Alors, comme tu l'as dit, c'est vrai que ce livre, il vient après une série d'autres livres consacrés à l'abolitionnisme pénal ou écrits dans la perspective de l'abolitionnisme pénal. Et paradoxalement, ce dernier livre est un livre plutôt d'introduction à l'abolitionnisme pénal. Il a été pensé comme une porte d'entrée, en fait, pour les gens qui voudraient comprendre quels sont les principaux arguments des abolitionnistes et aussi de la manière dont on répond en général aux contre-arguments, hein, à tout ce qui nous est opposé, à nous les abolitionnistes, à nous qui pensons que le problème c'est la prison et que la prison n'est pas la solution. Et donc je l'ai conçu comme étant, j'espère, relativement simple d'accès, j'espère qu'il n'est pas jargonnant et qui permet en quelques heures de lecture de comprendre en fait de quelle manière nous, abolitionnistes, pensons que la véritable question, ce n'est pas les conditions de détention ou de quelle manière il faudrait réformer la prison, mais d'ailleurs tous les débats autour de la prison finalement peuvent être très facilement transposés à la police, d'où ce lapsus. Mais donc pour nous, la vraie question, en fait, c'est l'existence même de la prison et que tous les débats sur la façon dont elle pourrait être améliorée, réformée, ça fait en fait que légitimer l'institution et nous empêcher en fait de poser des questions qui sont des questions légitimes, comme de quel droit enferme-t-on, pourquoi en fait ce sont toujours les mêmes qui sont surveillés, contrôlés, criminalisés, et donc mon but, c'est de faire sortir en fait la prison de cette matrice générale des débats publics qui ne sont, à mon sens, qu'une distraction en fait, et donc nous empêchent de poser la question de l'existence même de cette institution. En outre, cette approche repose sur l'opposition entre le bon pauvre ou le pauvre méritant et le mauvais pauvre, et sur l'idée que seules certaines populations vulnérables et perçues comme méritantes, personnes âgées, sans-abri, personnes handicapées, victimes de violences, en particulier sexuelles, seraient dignes de solidarité, d'empathie et de protection. Les discours qui s'appuient sur cette approche semblent désigner les bénéfices indus des mauvais pauvres comme la principale injustice d'une société par ailleurs fondamentalement juste, alors même qu'elle est profondément inégalitaire et que ceux qui bénéficient de l'essentiel des ressources n'ont aucun mérite et n'ont jamais eu à prouver leur mérite. Ce livre, du coup, il s'inscrit dans la continuité de ton travail et des différents ouvrages que tu as pu écrire auparavant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus précisément ce que c'est l'abolitionnisme pénal, à la fois en tant que mouvement et aussi comme positionnement politique? Alors, l'abolitionnisme pénal, c'est, comme tu l'as dit, à la fois un mouvement d'idées, mais aussi un mouvement politique, avec des va-et-vient entre théorie, analyse d'un côté et de l'autre côté, lutte anticarcérale, lutte contre toutes les formes d'enfermement, lutte contre la punition. Et déjà, de dire ça dit quelque chose d'important, c'est qu'il y a des sensibilités. Il y a des sensibilités, hein, on n'a pas forcément un accord sur ce qu'est la cible de l'abolitionnisme, ou en tout cas, c'est des luttes et des mouvements qui marchent ensemble. Mais donc voilà, il y a des mouvements, des analyses qui se portent plus sur la punition, d'autres sur l'enfermement et d'autres sur ce qu'on appelle le système pénal, donc la pénalité, donc ce que l'État définit comme crime et la manière dont il criminalise, punit certaines populations. Et il y a aussi dans l'abolitionnisme
un certain nombre de débats sur les stratégies à employer. Je dis ça parce que l'abolitionnisme est une tradition politique finalement riche, hein, qui est donc traversée par à la fois des sensibilités, des débats sur la stratégie, mais au-delà de cette diversité, de ces discussions qu'il peut y avoir en interne, il y a quand même un gros point commun qui est de penser et d'analyser la prison et les formes d'enfermement comme un problème, comme quelque chose dont il faudrait se débarrasser, c'est ce qu'il faut abolir. Et donc, il y a là un projet politique qui, encore une fois, s'il fallait avoir un seul slogan, on pourrait dire justice sociale et non pas justice pénale. L'innocentisme a de nombreuses déclinaisons qui consistent toutes en des formes de distinction entre les bons et les bonnes et les mauvais et mauvaises prisonniers et prisonnières. Ces distinctions sont fréquemment opérées par le réformisme, comme le montre, lors du scandale de Fresnes, la désapprobation par la défense pseudo-progressiste de la participation d'un violeur et d'un meurtrier à Koh Lanta. Malheureusement, comme le rappelle justement Jackie Wang, l'innocentisme est un poison pour l'abolitionnisme. Il se répand à travers des discours critiques qui conviennent néanmoins qu'il faudrait mettre en prison les auteurs de certains types de crimes, en particulier les crimes d'État, les crimes à caractère sexuel, les crimes de haine et les crimes en col blanc. Dans ce livre, tu reviens aussi sur une forme de bataille idéologique qui est à mener sur les différents mythes autour de la prison, sur les attendus qu'il faudrait avoir sur ce que c'est une peine d'incarcération, etc. Du coup, selon toi, sur quel mythe repose la nécessité de l'existence de la prison ? Alors, c'est vrai que j'évoque principalement 3 mythes, dans le sens que il y a un certain nombre de choses qui ne sont jamais remises en cause lorsqu'on parle de prison. Et à mon sens, ça permet de justifier son existence et que jamais, en fait, il y ait de véritables débats autour de la pertinence, de l'existence de cette institution. L'un des mythes fondateurs autour de la prison, c'est sa naturalité, hein, comme si elle était naturelle, comme si elle avait toujours existé. Et on voit très bien que lorsqu'on évoque l'abolition de la prison, beaucoup de personnes ont une réaction un petit peu horrifiée en se disant mais qu'est-ce qu'on mettrait à sa place, hein. Et pour nous, abolitionnistes, on pense que la prison est le problème. On ne va pas remplacer un problème par quelque chose d'autre, hein. Au contraire, hein, on va se réjouir en fait de l'abolition de ce système qui porte préjudice à la qualité de vie en société. Donc, ce premier mythe, c'est le mythe de la naturalité, donc cette idée que la prison aurait toujours existé et qu'on ne pourrait pas vivre en société sans prison. Alors qu'en fait, la prison est totalement anecdotique dans l'histoire des sociétés humaines, hein. Les sociétés humaines ont eu beaucoup de façons différentes de régler les préjudices, les torts, les conflits qui existent forcément dans la vie sociale. Il y a un autre mythe qui est extrêmement puissant autour de la prison, c'est l'idée selon laquelle il y aurait de bonnes et de mauvaises prisons. Et si on y réfléchit un peu, on voit que on nous dit sans cesse que il faudrait réformer la prison. Finalement, la critique de la prison, c'est la chose la mieux partagée, hein. C'est très rare de rencontrer des gens qui vont vous dire la prison fonctionne bien, hein. C'est exactement d'ailleurs la même chose lorsqu'il s'agit de la police, hein. Tout le monde semble s'accorder sur l'idée qu'il faudrait la réformer. Et en fait, cela induit l'idée que non seulement ce serait une institution qui serait réformable, que la réforme pourrait fonctionner, que la réforme pourrait avoir un effet, et donc qu'il y aurait d'un côté des bonnes prisons et de l'autre côté des mauvaises prisons, de même qu'il pourrait y avoir une bonne police et une mauvaise police. Et nous, abolitionnistes, pensons que l'idée même de réforme est une illusion, en fait, que la réforme, que la prison, et encore une fois, comme la police, ne dysfonctionne pas, en fait, elle fonctionne très bien ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire pour surveiller, contrôler certaines populations, et que, en fait, quand on regarde l'histoire de l'institution carcérale,
en fait, chaque époque a ses nouvelles prisons modèles, hein, ces prisons qui nous sont présentées comme voilà, des aboutissements d'une pensée réformatrice, pour à chaque fois renouveler ce qui va être considéré comme l'échec de la prison. Et chaque époque va se scandaliser, en fait, que la prison ne réinsère pas les individus, qu'elle prévient mal le crime, que donc son effet dissuasif est limité. Et finalement, ça fait 200 ans au moins que cela dure, et qu'on va donc de prison modèle en prison modèle, de réforme en réforme, de promesse en promesse, et pour que finalement rien ne change. Le troisième mythe qui permet de justifier l'existence de la prison, c'est le mythe selon lequel, en fait, il y aurait une forme de vase communicant entre la prison et le crime, hein, et que plus on enfermerait de personnes, moins il y aurait de crimes, et que donc la prison serait destinée aux criminels, hein, comme si, en fait, l'essentiel des personnes qui commettent des délits et des crimes n'était pas à l'extérieur. Pour dire les choses en clair, le système pénal n'a qu'une connaissance très partielle, en fait, de la réalité de ce phénomène qu'est le phénomène du crime, et il ne condamne qu'une infime partie des auteurs de crimes. Et donc c'est extrêmement pratique de dire les personnes qui sont en prison sont des criminels, et à cela, nous, abolitionnistes, et plus largement les personnes qui portons la critique du système pénal, nous préférons parler de criminalisation, et donc parler d'un phénomène qui est un phénomène extrêmement sélectif. Et là, c'est important de le dire de cette façon-là. C'est toujours les mêmes personnes qui vont en prison, hein. La prison n'arrive pas à n'importe qui, mais c'est au contraire un phénomène qui touche certaines populations. En clair, les populations pauvres, les personnes issues de l'histoire des migrations, de l'histoire de la colonisation. Et donc, encore une fois, contrairement à ce mythe, non, ceux qui sont en prison ne sont pas les criminels, les personnes qui sont en prison sont les personnes qui sont criminalisées. La distinction entre des prisonniers et prisonnières qu'il faudrait libérer et les autres se rejoue aussi dans celle faite entre certaines catégories de criminels ou de crimes. Dire que les prisonniers et prisonnières politiques ne sont pas des criminels, ou que l'antifascisme n'est pas un crime, ou encore critiquer la criminalisation du mouvement social, c'est reconnaître la validité de la catégorie crime et refuser d'y être assimilé légitime en creux, le sort de ceux et celles qui y sont assignés. D'une autre manière encore, les safe spaces peuvent reproduire une logique carcérale en décrétant qu'ils sont safe, donc qu'y être admis c'est être safe et que la sécurité y est donc garantie par l'exclusion des personnes pas safe, comme si un espace où des personnes pouvaient être safe, alors que la sécurité est toujours une construction collective. Comme tu l'as abordé, du coup, il existe différentes critiques de la prison, avec chacune un projet politique différent qui s'inscrit derrière. Et du coup, toi, dans une perspective révolutionnaire, comment est-ce que tu vois possible la construction d'un abolitionnisme pénal ? Alors je pense d'abord qu'il est important de faire une rupture avec les débats qu'on a actuellement sur la prison, en tout cas dans les médias mainstream, qui opposent toujours d'un côté les prisons pourrissoires, à de l'autre côté des prisons qui seraient des prisons Club Med, hôtel 5 étoiles, etc. Que ces débats-là, en fait, ne permettent pas de rompre, en fait, avec le punitivisme. Et d'un point de vue révolutionnaire, je pense qu'il est important d'abord de poser, en fait, la question de à quoi sert la prison, c'est quoi sa fonction sociale, que sa fonction sociale, c'est de protéger l'ordre social, le capitalisme, le patriarcat, le suprématisme blanc. Et donc, c'est important de tenir cette position et de ne pas succomber, en fait, à la façon dont les débats aujourd'hui sont posés.
Ensuite, il me semble important, évidemment, de dire que le sujet politique de l'abolitionnisme et des luttes abolitionnistes, ce sont les populations qui sont ciblées par les politiques pénales, et donc, bien évidemment, les prisonniers et les prisonnières, mais plus largement, leurs proches, les communautés qui sont donc les cibles des politiques pénales, et que, en ce sens, d'un point de vue abolitionniste, il faut soutenir les luttes des prisonniers, il faut soutenir leur forme de résistance, il faut soutenir leur forme de résistance avec sa multiplicité aussi de formes d'expression, parce que résister en prison, c'est compliqué, c'est se heurter à de nombreux obstacles en termes d'organisation, en termes d'accès à une parole collective. Ensuite, c'est évidemment important aussi de relayer la parole des prisonniers et des prisonnières. Il y a un certain nombre d'émissions de radio qui existent, des émissions anticarcérales, il y a le journal L'Envolée, l'émission de radio aussi L'Envolée. Donc, c'est voilà l'idée de poser les prisonniers, les prisonnières, leurs proches comme sujet politique, et de poser le soutien aux personnes incarcérées. Ensuite, je pense qu'en termes évidemment de position politique, il est important d'avoir un abolitionnisme qui ne vise pas la simple abolition de la prison, mais qui dit bien en fait que si on veut abolir la prison, c'est parce qu'elle est le bras armé de systèmes de domination que nous combattons, et qu'il ne s'agirait pas pour nous de nous contenter en fait d'une société qui punirait autrement, qui contrôlerait, surveillerait autrement. Bien évidemment qu'il y a tout un tas de technologies qui permettent de penser un après-enfermement, mais qui serait toujours notre cauchemar, qui serait toujours le capitalisme, qui serait toujours le patriarcat, qui serait toujours le suprématisme blanc. La critique progressiste de la prison qualifie souvent les conditions dans lesquelles les prisonniers et prisonnières survivent et les traitements auxquels ils sont soumis d'anachroniques ou de rétrogrades, et les prisons sont comparées aux cachots médiévaux ou aux oubliettes d'antan lorsqu'elles ne sont pas tout bonnement qualifiées de barbares. On évoque alors des temps révolus ou des mœurs d'un autre siècle. Pourtant, ce discours sur la prétendue barbarie de la prison est une escroquerie. La prison n'est ni un vestige d'un passé révolu, ni une anomalie, ce que sous-entend l'emploi fréquent de termes comme verrue ou tumeur pour l'évoquer, du présent. Elle est profondément contemporaine. Elle n'est pas un accident de l'histoire, ni un monstre surgissant d'on ne sait où. Elle est un produit cohérent de l'ordre occidental, capitaliste, raciste, patriarcal et validiste. Qualifier de barbare la prison comme si elle nous était fondamentalement étrangère revient à masquer sa place réelle, celle d'un rouage parfaitement intégré à notre système social et politique. Tu l'as évoqué un peu précédemment et c'est aussi présent dans ton livre, c'est la question de la prison comme un outil de maintien de l'ordre colonial. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer cet aspect, notamment quand on parle des territoires colonisés par la France comme Mayotte ou la Kanaki? Alors, c'est important de dire que la prison, tout à l'heure on évoquait le mythe de sa naturalité. En fait, la prison, elle a une histoire, elle a une géographie. La prison, en gros, elle est née il y a à peu près 200 ans. Elle est née dans l'Europe occidentale, et elle a été imposée à travers le monde, à travers le processus de colonisation. Comme on l'a dit déjà, en fait, toutes les sociétés humaines ont des façons de répondre aux préjudices, aux torts, aux conflits en leur sein. Par contre, c'est avec le processus de colonisation qu'un certain nombre de cultures, de sociétés se sont vues imposer ce modèle en fait de l'enfermement entre les murs des prisons. Et au-delà de cet aspect historique, on peut aussi évidemment évoquer des colonies de peuplement comme les États-Unis, le Canada, la Palestine. On peut penser à l'Australie, à bien d'autres exemples qui montrent clairement que les prisons sont à la fois des outils d'expropriation des terres des populations autochtones, et puis les populations autochtones sont surreprésentées parmi
les personnes criminalisées, et que c'est évidemment pas un hasard, hein, ça fait partie du processus de colonisation. Et la France n'est pas du tout étrangère à ce que je décris, hein. On l'a vu avec à la fois l'existence du bagne, hein, le bagne colonial faisait partie d'une stratégie de colonisation, dans une certaine mesure de peuplement. On l'a vu avec le système carcéral tel qu'il a été implanté dans les colonies. Donc, voilà, on ne peut pas penser la colonisation sans penser en fait cette institution prison. Et aujourd'hui, on peut pas voilà, on voit bien comment la prison s'inscrit encore aujourd'hui dans des rapports coloniaux, que c'est pas par hasard en fait que les populations issues de l'immigration et de l'histoire coloniale sont surreprésentées parmi les populations criminalisées. Et voilà, c'est pas des coïncidences, c'est pas quelque chose qui serait propre à la France ou qui serait propre à certains pays. Voilà, il y a parfois des discours qui tendrait à représenter les États-Unis comme une forme d'exception ou un pays particulièrement raciste. En fait, il y a des questions de degré, hein. Il y a certes aux États-Unis des tendances qui sont davantage accentuées qu'en France, mais on n'est pas dans une différence de nature. Et en fait, on voit ça dans tous les pays, hein, selon évidemment des morphologies de rapports de race qui sont différentes. Mais en fait, les populations racisées sont des populations qui sont l'objet en fait des politiques pénales. Merci.